Salut à tous et bienvenue dans un nouveau voyage dans l'esprit des sportifs. Dans cet épisode, nous découvrirons les émotions traversées, les histoires et les enjeux d'un athlète sur la route de son propre succès. Je suis Théo, entraîneur de ski alpin et coach mental, et je vous amène voir ce qu'il se cache au-delà des médailles. C'est parti. J'aime jamais trop les débuts, c'est jamais trop facile. Mais bonjour Alizé, merci beaucoup de venir dans mon podcast Au-delà des médailles. Je suis vraiment ravi de pouvoir faire cet épisode avec toi. Tu as quand même un palmarès assez incroyable, en tout cas dans le monde du ski en France et tout. C'est quand même assez fou de pouvoir t'avoir dans mon podcast. Je pourrais énumérer tout ton parcours, le palmarès, les médailles championnat du monde, tout ça. Et en même temps, j'aime bien pouvoir aussi laisser la personne se présenter. Parce que tu n'es pas uniquement que médaillé, tu es aussi une personne normale. Donc je te laisse te présenter pour les auditeurs. Eh ben, bonjour à tous, salut Théo, merci de m'accueillir dans ce podcast. Qui je suis ? Eh bien, Alizé Baron, je suis née à Montpellier, mais j'ai grandi dans les Hautes-Alpes. Et tout autour de nous, comme tu peux le voir, c'était mon jardin. Mes parents étaient commerçants dans la station et voilà, j'ai vraiment grandi sur Orsières. Je suis amoureuse des grands espaces, profondément passionnée par le sport et surtout le ski. Okay. Et voilà, et j'ai eu une carrière en ski cross du coup. Ouais. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu es arrivé dans le ski ? Moi, j'imagine qu'en vivant en station, c'est le sport un peu classique. Mais comment est-ce que tu restes dans cette discipline ? Qu'est-ce qui t'a fait aimer le ski et cet univers ? Du coup, en ayant des parents qui sont commerçants sur la station, en fait, notre cours de récré, c'était les pistes, quoi. On passait notre vie sur les pistes. Au début, au Jardin des Neiges, donc c'est bien parce que tous les moniteurs nous connaissaient ici, donc en fait, on était complètement autonomes, on se baladait. Et, voilà, j'ai évolué comme ça. Ensuite, je suis rentrée au ski club. J'ai fait mes premières compétitions à l'âge de 5-6 ans, je pense, quelque chose comme ça. J'ai évolué d'abord en ski alpin. J'ai jamais rêvé forcément d'être championne ou quoi que ce soit, mais juste passer les échelons petit à petit. J'aimais gagner, ça c'est sûr, donc faire à fond de la compète, et puis j'ai avancé. Je suis allée jusqu'aux années FIS en ski alpin, j'ai fait 2 années je crois, et ensuite j'ai basculé dans le ski cross. Et comment est-ce que ça s'est déroulé ce switch ? Parce que si tu allais jusqu'en FIS, ça veut dire que tu avais quand même un bon niveau, tu prenais du plaisir, parce que pour aller jusque-là, il en faut quand même. Et qu'est-ce qui t'a permis de switcher ? J'étais arrivée au bout d'un truc. J'étais la championne de l'entraînement, et en compétition, ça se passait toujours mal. Et c'était assez drôle parce que finalement, la discipline que j'ai testée le plus, donc le slalom, c'est celle où je performais le plus. Et je pense parce que justement, j'avais ce relâchement et de me dire, je m'en fous. Et non, voilà, j'étais arrivée au bout d'un truc. Et puis, en étant petite, j'avais participé à des compétitions de ski cross, dont une qui a lieu ici, les Ski Games, qui est super réputée sur Orsières. Et ça m'a toujours plu. Et j'avais aussi, et j'ai toujours d'ailleurs, un grand frère qui est casse-cou et qui a toujours tout essayé avant moi. Okay. Et il avait essayé le ski cross. Et je me suis dit, avant de partir dans mon cursus de monitorat, parce que voilà, je rêvais de passer ma vie sur les skis, donc ça passait par le monitorat, je me suis dit, je vais quand même essayer le ski cross. Lui, il en a fait, ça avait l'air super cool. Moi, j'ai eu quelques expériences, je me suis régalée, donc pourquoi pas tenter. Et du coup, mes parents, ils m'ont dit, bon... T'as de la chance, j'étais déjà dans un lycée sport-études, donc j'étais libérée l'hiver. Ils ont dit, ok, essaye le ski cross si tu veux. Par contre, on te donne 2 ans, disons, parce que ça avait quand même un certain coût. On te donne 2 ans pour performer. Et puis, si tu performes pas, tu pars dans le cursus de monitorat et puis il n'y a pas de souci, quoi. Okay. Et comment est-ce que toi, tu sais que t'es arrivé au bout de quelque chose dans le ski alpin ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui savent pas vraiment quand est-ce qu'ils doivent arrêter, quand est-ce qu'ils doivent continuer et persister. C'est un peu la question des fois que j'ai, par exemple, en prépa mentale. Toi, comment est-ce que tu as su que tu étais arrivé au bout de quelque chose ? Je sais pas. Est-ce que c'est le fait d'avoir eu cette attirance toujours vers le ski cross, de me dire... En fait, je suis pas arrivée au bout d'un truc en ski alpin, mais je me suis dit surtout qu'il me restait quelque chose dans le ski cross. Ou simplement le fait que je m'amusais pas, parce que je me régalais à l'entraînement, c'était rigolo, j'étais avec les copines, c'était bien. Et en compétition, j'avais plus cette flamme. Et comme je te disais tout à l'heure, j'adore la compète, j'adore gagner. Et je pense que j'étais au bout de quelque chose là-dessus, en fait. Je trouvais plus plaisir là. Et j'avais toujours cette petite idée derrière la tête de me dire, le ski cross, ça a l'air quand même vraiment cool et vraiment sympa. Et j'ai eu de la chance de pouvoir switcher tout de suite. J'ai attaqué ma saison en ski alpin.
Et en milieu de saison, je crois même au début du mois de janvier, je me retrouve sur une Coupe de France de ski cross à l'Alpe d'Huez, quoi. Donc la transition s'est faite dans la même saison. Et là, ça a été une révélation, quoi. Et puis, il y a un autre truc, c'est que... Et ça s'est révélé aussi après dans le ski cross. J'ai été ennuyée par le chronomètre. Okay. C'est trop bête, mais en fait, je suis quelqu'un de très perfectionniste. Et ça m'a souvent joué des tours, et surtout en ski alpin, où j'essayais de faire quelque chose de très beau. Et le beau n'est pas performant, ou pas souvent, quoi. Et du coup, c'est pour ça que sur le chrono, c'était vite l'enfer. Et en ski cross, il y a cette confrontation à 4. Ouais. Et ça, c'était tellement stimulant et tellement... Ouais, c'est ça qui me faisait vibrer. Et du coup, j'oubliais de m'appliquer. Et là, vraiment, j'ai attaqué à être beaucoup plus performante et à me régaler et à retrouver ce goût de la compète et de la gagne, quoi. Ouais, le but, c'était pas d'aller chercher le meilleur chrono possible, c'était plutôt de jouer ou de te combattre contre des gens. Et ça, c'était stimulant pour toi. Complètement. Et tu parlais de réussir super bien à l'entraînement en ski alpin et pas du tout en compétition. Qu'est-ce qui t'empêchait de performer en compétition ? Je pense que c'était un peu la lassitude, en fait. On sait qu'en FIS, de toute façon, quand on prend des départs, et surtout les premières années, clairement, on n'a aucune chance de gagner. Et en plus de ça, à mon époque, moi, il n'y avait pas de classement U18, U21, enfin, il n'y avait pas ces classements dans le classement. Et en fait, c'est quand même pas agréable de prendre 8 perles, 8 secondes par course, d'enchaîner les trucs. Alors, j'aimais profondément le ski et vraiment, je me régalais en entraînement, c'était génial. Et quand on faisait les chronos entre nous, là, je prenais vraiment du plaisir là-dedans et tout. Mais les FIS, ouais, et puis c'est tellement redondant. On a je sais pas combien de compétitions dans l'hiver et je pense, ouais, j'étais tombée dans une certaine routine qui m'amusait plus en fait, qui était pas fun. Ouais, tu te lassais dans ce cercle un peu vicieux qui parfois peut amener vers le bas. Contrairement aux années précédentes où en fait y a les championnats de France, les écuries d'or, enfin tous ces trucs là où on sait qu'on peut aller chercher des podiums et c'est les objectifs de la saison. Là en fait l'objectif c'est quoi ? C'est faire 50 courses dans la saison et baisser des points. Des points c'est abstrait, ça veut tout et rien dire quoi et ouais, je pense que c'est surtout de là qu'est venu cet ennui, quoi. Ouais, de pouvoir s'amuser, c'est quelque chose qui... J'ai l'impression qu'il revient souvent avec les personnes avec qui je discute. Je discutais avec Angèle Hugues la semaine dernière et elle me disait pareil, elle, ce qui l'a fait continuer dans sa discipline, le kayak, c'est vraiment de kiffer, de kiffer sa vie, de kiffer avoir du stress et tout ça. Toi, quand tu as commencé le ski cross, c'est là où tu as vraiment repris du plaisir, repris du kiff. C'est quoi vraiment que tu aimais vraiment dans le ski cross ? C'est quoi la sensation ? D'avoir un peu la trouille, je crois. Non, en fait, ce qui est génial déjà dans le ski cross, c'est que tous les parcours sont différents. Il y avait de ça aussi en FIS, je pense, qui jouait, c'est qu'on va toujours sur la même piste d'une année à l'autre. Alors oui, le tracé est différent, mais globalement, c'est la même chose. En ski cross, oui, on va régulièrement sur le même lieu, mais chaque année, les parcours sont différents, et même d'une journée à l'autre, entre l'entraînement et la course, si la neige, la météo change, les bosses peuvent être différentes, la vitesse à laquelle on arrive dessus et tout ça. Et j'adorais, et j'adore toujours ce principe-là de me dire, j'ai la boule au ventre, mais c'est du bon stress, quoi. C'est quelque chose qui va me faire vibrer, et j'ai hâte de découvrir le parcours, de me mettre un peu en difficulté, d'aller chercher des solutions. Ce côté-là de... Je sais pas, il y avait beaucoup plus d'apprentissage, beaucoup plus de... je sais pas, de choses à aller chercher et d'aller m'amuser là-dessus, quoi. Ouais, puis tu parles d'une journée à l'autre, mais j'imagine que d'une manche à l'autre, si tu vas jusqu'en finale, il y a quand même beaucoup de runs. Et j'imagine que là, c'est jamais pareil, parce que des fois, t'es devant, des fois, t'es derrière. La vitesse, t'en parlais aussi, c'est pas les mêmes sauts. C'est ça, quand on parle des runs à 4, il y a aussi la stratégie qui rentre après en jeu dedans. Et effectivement, il y a quand même toujours 3 personnes qu'on maîtrise pas avec nous. Alors, on les connaît, hein. Finalement, c'est un petit milieu quand même, et sur les Coupes du Monde, on se recroise tout le temps. On a aussi nos chats noirs, avec qui on n'aime pas tomber, mais bon, malheureusement, on choisit pas toujours. Puis pour gagner une course, il faut être devant tout le monde. Mais il y a ce côté-là stratégique qui était ultra intéressant et ultra prenant, de se dire, maintenant, quelle place je prends dans le départ, qu'est-ce que je fais, si je suis derrière, si je suis devant, où est-ce que je vais passer, ou est-ce que justement je vais rester derrière et attendre le bon moment pour doubler. Et en fait, j'avais l'impression qu'il y avait 10 000 informations plus
plus fun et plus intéressante à aller chercher qu'en ski alpin où finalement j'étais toute seule, je m'appliquais, j'étais face au chrono et je prenais des secondes à l'arrivée. C'est bon quoi. J'en rigole parce que j'ai tellement vécu la même chose ça. que je me permets d'en rire. Ok, merci pour cette présentation, cette introduction assez longue. Est-ce que tu peux nous partager la course que tu as le plus aimée dans ta carrière? Toi, il y a des médailles là juste devant nous. D'ailleurs, c'est même peut-être pas cette course, une de ces 3 courses-là qui en fait partie, mais c'est quoi la course qui te marque le plus en bien, en émotion et tout ça? Ouais, mais c'est fou parce qu'il y en a tellement. Je peux en choisir 2, une qui est là Oui, sur la table. évidemment. La première, je pense que c'est la fois où je remporte le classement général de la Coupe d'Europe en ski cross. Donc c'est ce qui m'ouvre les portes pour la Coupe du Monde l'hiver suivant. Et en fait, c'était génial parce qu'on était au fin fond de la Suède. C'était la première fois que je prenais l'avion déjà pour faire une compétition. Donc le voyage était dingue. J'étais dans ma structure privée de l'époque, donc le SFA, Ski Freestyle Academy. Et on avait une super équipe. C'était génial. J'ai passé l'un des plus bels hivers de ma vie. Et je remporte le classement général une course avant la fin. Il y avait 2 étapes en fait ce week-end-là, donc je la gagne le samedi. Donc le dimanche, j'avais carte libre. Enfin, je savais que le général était pour moi et je savais que j'avais ma place en Coupe du Monde l'hiver prochain. Et c'était une grande ligne droite avant la ligne d'arrivée où l'aspiration jouait beaucoup. Et sur la veille, la course d'avant, je crois que je termine 2e parce que je me fais doubler à l'aspi sur la ligne. Et là, je réfléchis avec mon entraîneur et je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pas me faire doubler? Il me dit, bah, t'as qu'à faire la position de l'œuf, donc comme les gamins, assis sur les fixations arrière. Et je suis rentrée dans cette dernière ligne droite en tête et je me suis mise en position de l'œuf. Et ça a marché, je me suis pas fait doubler à l'aspi et je gagne cette dernière course. Et c'est un souvenir qui est mémorable parce que aller faire la position de l'œuf sur une coupe d'Europe, c'est totalement ridicule et ça a tellement été efficace, c'était trop bien, on s'est bien marré. Bref, ça c'est vraiment mon souvenir, l'un des premiers et l'un des plus fous. Et l'autre, je pense que ça va être ma première médaille au championnat du monde, ma médaille de bronze aux États-Unis. C'était trop bien parce que j'avais la chance d'avoir un petit public là-bas, mon petit fan club, des personnes que je connais d'ici d'ailleurs qui bossaient là-bas ou en tout cas pas loin et qui avaient pu venir me voir. Et en fait, alors la course déjà en elle-même est assez dingue, avoir une médaille c'est juste fou. J'ai toujours rêvé de ce flocon-là et de se dire, mais ça y est, moi j'ai le même que tous les grands champions que j'ai vus pendant ma jeunesse. C'était un rêve que je voulais réaliser. Mais le plus grand souvenir, c'est de l'avoir ramené ici, dans ma station, et d'avoir pu le montrer à tout le monde. En fait, c'est un peu stupide parce que j'avais déjà eu des podiums en Coupe du Monde, j'avais déjà eu une victoire. Mais là, j'avais un objet qui pouvait remercier les gens pour leur aide et leur soutien. Et ramener ma médaille ici, on avait fait une fête pour l'occasion, et voir ma médaille circuler de main en main et de personne en personne, je me suis dit, ça y est, j'ai fait quelque chose de bien parce que je peux remercier tout le monde en fait. Et c'est bête parce que ça tient à une médaille alors que j'avais eu des trophées, des trucs avant, mais cette médaille-là, et puis elle est tellement iconique qu'elle parle à tout le monde, quoi. Waouh, merci de partager ça. Déjà, je sens l'émotion dans tes yeux, dans ta voix aussi. J'espère qu'on l'entend. Et qu'est-ce qu'on ressent exactement au moment où on prend conscience que cette médaille, elle nous appartient? Ouais, c'est une fierté dingue. Et puis en plus de ça, sur cette course-là, mais je me suis tellement amusée. Il y a de ça aussi, c'est que je l'ai découvert tout au long de ma carrière. Il y a des courses qui se passent mal, où on se sent pas bien, on se dit voilà, aujourd'hui ça sert à rien que je me lève, et puis en fait on atterrit sur le podium un peu par hasard, on se dit d'accord, ça servait à rien. Et à l'inverse, il y a des matins où on se lève, on dit voilà, je suis en forme aujourd'hui, je suis imbattable. Et en fait tu te fais sortir au premier tour, t'es nul, et là cette course là elle se passe super bien, je fais des super dépassements, des super runs, j'ai l'impression vraiment de skier à mon meilleur niveau, et ça c'est vraiment c'est plaisant et c'est jouissif en fait de se dire que aujourd'hui t'as rien à te reprocher, t'as fait la meilleure course que tu pouvais faire, et en plus de ça t'es récompensé par cette médaille qui est dingue quoi. Et franchement j'étais 3e, mais en fait j'étais champion du monde, c'était pareil. C'était pareil. Et voilà, en plus j'ai partagé le podium avec des athlètes que j'apprécie vraiment, donc cette journée elle était vraiment incroyable, idéale.
Trop bien. J'ai eu la chance aussi, tu m'as partagé le livre où tu t'écris plein de choses. Donc j'ai pu lire quelques lignes où tu partages les entraînements, les compétitions, ce que tu ressens, ce que tu vis. Et il me semble que c'était du coup pour ta deuxième médaille. Euh, c'est trop bien de pouvoir déjà lire ça. Et je me rappelle, c'était tout à l'heure, c'était écrit j'ai fini troisième à 2 skis, à 1 ski de la deuxième place. Mais putain, je l'ai fait. Et c'est une médaille, c'est trop bien. Est-ce que tu ressens la même chose quand tu as la deuxième médaille? Qu'est-ce qui est différent quand tu reçois cette deuxième médaille? Ouais, la deuxième médaille, donc c'est 2 ans après. Parce que donc, les mondiaux, c'est tous les 2 ans. Et sauf qu'entre-temps, j'avais été blessée. Sauf que là, donc c'était la première aux États-Unis, la deuxième en Suède. Et je me pointe en Suède et je dis, bon, bah, j'ai déjà une médaille de bronze. En gros, allez, all-in, je veux l'or, quoi. L'or ou rien, en fait. Et donc vraiment, je me suis dit, allez, je vais tout faire pour l'avoir. En plus, c'est une piste que j'appréciais. 15 jours avant, j'avais gagné une Coupe du Monde dessus. Et je me suis dit, bon, voilà, on y va, quoi, à fond. Et en plus, cette course, j'ai failli sortir en quart de finale. Je pars en tête, je me fais doubler assez vite. Et dans la dernière ligne droite, j'attaque, je suis quatrième. Ok. Donc je me dis, bon, voilà, super, tes mondiaux, ils vont s'arrêter tout de suite. Et en fait, niveau stratégique, on a été vraiment bon avec l'équipe. Je prends les bonnes décisions au bon endroit et j'arrive à la SPI à doubler. Et je passe, et ainsi de suite, jusqu'à la finale. Et la finale, je joue quand même au moins les 2 tiers pour cette fameuse médaille d'or. Et par contre, derrière, je suis face à 2 énormes athlètes, les meilleurs de ma génération. Sandra Neslund, la suédoise, et Fanny Smith. Et je termine derrière elle, je suis troisième. Et en fait, là où j'aurais dû être un peu deg en me disant, bah, t'es passé à côté de l'or, je me suis dit, ouais, en fait, non, t'es juste derrière, t'es au contact des 2 meilleurs athlètes au monde. T'as fait une course juste incroyable parce que t'aurais dû sortir il y a 1 heure de ça. T'aurais dû être déjà dans ton canapé. Et non, c'était fou. Et puis en plus de ça, je revenais de blessure. Puis encore une fois, c'était une course qui était ultra aboutie, quoi. Où voilà, il y avait de la stratégie, c'était super compliqué et tout s'est trop bien passé. Et quand tu finis, que tu skis à ton meilleur niveau du jour, bah, t'es juste satisfait. Et c'était fou de se dire, bah, en fait, j'ai fait 2 médailles en 2 ans, j'ai fait le maximum que je pouvais faire et c'est incroyable, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y avait aussi le statut qui était différent. Il me semble que tu avais le statut de favorite, c'est ça? En tout cas, tu faisais partie de celles qui pouvaient avoir cette médaille d'or. Comment est-ce qu'on gère ce statut de favori? Chez les jeunes que j'accompagne en prépa mentale, il y en a certains qui ils ont un certain niveau, d'un coup arrivent à performer, à gagner des compétitions, et d'un coup ça change leur statut. Et c'est, mince, on m'attend, et du coup le stress, il est toujours dans leur camp. Ils profitent pas forcément de leur confiance en soi. Toi, comment est-ce que tu profites de ce statut de favorite justement pour aller jusque-là? Je pense que il fait peur, ce statut de favori, très clairement, et je pense que je m'en suis un peu... Je sais pas, je le tournais un peu à ma sauce. D'un côté, pour les médias, je disais, bah non, de toute façon, c'est pas moi la favorite, c'est Sandra Neslund, elle est sur sa piste, elle est championne olympique. Non, elle était pas encore championne olympique, mais bon, elle a eu déjà, je sais pas combien de victoires, machin. Donc je me disais, c'est Sandra, la favorite, c'est pas moi. Et d'un autre côté, bah, je venais de gagner une Coupe du Monde sur cette piste-là 15 jours avant, donc j'étais consciente que c'était quand même plutôt à mon avantage. Mais le jour J, ou même, en fait, c'est un peu tout ce que j'ai mis en place toute la semaine, de faire juste les choses par étapes. D'abord faire une belle qualif, déjà faire des bons entraînements, faire une bonne qualif, mettre en place toute la stratégie qu'on avait vue avec les entraîneurs. J'ai vraiment en fait essayé de faire toute cette course-là étape par étape. Okay. Et jamais parler du résultat final. Alors oui, j'en parlais les jours précédents à la presse parce que forcément... oui, j'étais la meilleure française, c'est toi, t'as gagné là, tu vas faire championne du monde. Donc oui, je savais que j'avais la pancarte. Mais une fois que j'étais sûre, une fois que la compétition avait commencé, je suis sortie de là et j'ai vraiment avancé étape par étape et pour justement m'enlever toute cette pression-là, quoi. Oui, tu avais la médaille en ligne de mire, mais tu pensais pas à ça tout le temps. C'était plutôt qu'est-ce qui va me permettre d'atteindre cette médaille c'est ça. Étape C'est par un étape. peu tout ce que j'ai fait tout le long de ma carrière, c'est de... Alors c'est bien de visualiser des victoires, de s'imaginer gagner, parce que c'est important, en fait c'est ta motivation, quoi. C'est qu'est-ce que tu veux aller chercher. Mais par contre derrière, faut arriver à prendre le recul et se dire bon ben en fait oui, je veux la médaille, mais qu'est-ce que je vais mettre en place pour aller la chercher, quoi. Oui.
Et du coup, voilà, de me mettre dans ma bulle et de me dire, bon, ben alors, pour avoir ma médaille, il va falloir que je fasse ça, ça, ça. Et voilà, et j'avançais comme ça, quoi. Ok. Et c'est comme ça, je pense que j'arrivais à me détacher de cette pression. Trop bien. Et donc là, c'est bien, on a parlé des beaux moments. J'aime bien aussi parler des moments les plus durs parce que j'estime que c'est dans les échecs aussi qu'on se construit et que ça crée des opportunités, les moyens d'aller encore plus haut, plus loin. Ouais, c'est quoi pour toi les échecs qui t'ont le plus aidé ou l'échec qui t'a le plus aidé? Bah, des échecs, il y en a un paquet. Hein. Il y en a énormément, même en fait, au final. C'est quoi, je sais pas combien de cours j'ai fait dans ma carrière. En Coupe du Monde, j'en ai fait une 90, je crois. Et j'ai fait 19 podiums. Donc on peut dire que finalement, toutes les autres courses, c'était des échecs, tu vois. Donc ouais, il y a beaucoup plus d'échecs que de victoires. Après, j'ai eu énormément de blessures dans ma carrière. Ça a été des gros coups durs. Mais vraiment des échecs en compétition qui m'ont marqué. Ouais, je te dis, il y en a un paquet. Mais on apprend tellement, en fait. Presque, dans une jeune carrière, c'est peut-être plus intéressant de perdre, entre guillemets, pour essayer de se construire, plutôt que de gagner et pas savoir pourquoi on gagne. Et bon, je vais parler du dernier gros échec en date. Ça va être les Jeux Olympiques de 2022 à Pékin, où je suis obligée de déclarer forfait avant la compétition parce que je me blesse sur le dernier entraînement. Alors, j'arrive déjà pas... clairement pas en forme. J'ai cette blessure au dos qui traîne depuis des mois, sauf qu'on met tout en place pour que je sois prête sur cette compétition-là et ce jour-là. Tous les derniers checkpoints, on va dire, sont à peu près corrects. Donc je pars là-bas, je suis plutôt en forme, enfin vraiment tout à l'économie, mais en forme, et ça devait jouer. Et en fait, je me fais très très mal sur le dernier entraînement. Okay. Et là, ça a été une bonne grosse descente aux enfers, ouais. Okay. Mais après coup, ça fait partie de mon histoire et puis c'est comme ça. Et qu'est-ce qui se passe après un échec comme ça, un moment douloureux à vivre, un passage que peu de gens ont envie de vivre finalement? Qu'est-ce qui se passe après le moment où tu déclares forfait, les instants d'après, l'heure d'après, les jours d'après? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Déjà, je pense qu'il faut le prendre. Il faut faut accepter le coup de fouet. Je sais pas. Après, moi, j'ai toujours été très, très émotive dans, comment dire, la tristesse, mais aussi la joie. Enfin, je pleure autant pour de tristesse que de bonheur. Et après des gros échecs, des grosses défaites, franchement, je fondais en larmes et vraiment, j'allais toucher le fond. Vraiment. Mais ça me permettait aussi derrière de digérer, de me dire, ben voilà, il s'est passé ça, pourquoi ? J'ai toujours eu besoin de savoir pourquoi. Pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et après, derrière, remettre en place des choses pour remonter la pente, quoi. Mais je pense qu'il faut accepter d'aller mal, accepter de toucher le fond. C'est bête à dire, mais... Parce que j'ai côtoyé énormément d'athlètes et autour de moi, j'en ai vu qui étaient un peu dans le déni. Se dire, c'est bon, c'est une défaite, une parmi tant d'autres, c'est pas grave. Et en fait, non, parce que non, c'est une défaite, tu prends un coup, tu l'acceptes, mais comme ça, derrière, tu peux remonter. Parce que je pense que comment dire, ne pas la vivre et ne pas... Enfin, dire je m'en fous, en fait, c'est ne pas l'accepter, et finalement, c'est pas vouloir... comment dire, pas progresser, mais ne pas vouloir reproduire la même erreur. Ok. Ouais, ça m'inspire beaucoup ce que tu dis. Les jeunes que j'accompagne aussi en ski en tant que coach, cet hiver, il y en a... J'avais surtout des filles et elles n'ont pas forcément fait les résultats qu'elles voulaient. Et du coup, quand ça marchait pas, ça finissait en pleurs et tout ça. Et j'aimais bien dire, prends ta claque et après on ira discuter. Mais ça. Déjà, prends ta claque, pleure un coup. Et du coup, ça me parle beaucoup ce que tu dis de... Ouais, faut aussi l'assumer, ce moment où t'échoues pour pouvoir rebondir. Il y a eu d'autres JO avant ça ? Tu as fait une Olympiade. Cette fois-ci, tu y as vraiment participé. C'est comment de participer aux JO ? Moi, ça a toujours été mon rêve, même d'avoir une médaille aux JO. Ouais. Mais, alors, mes premiers jeux, c'était 2014, Sochi, en Russie. Et là, c'était fou. Vraiment. Mais je regrette pas. Enfin, je suis passé au travers, mais complet, parce que je me suis fait bouffer par l'événement. Mais en fait, j'ai tellement pas de regrets parce que j'ai vécu les meilleurs jeux. J'y suis allée comme une gamine qui part à Disneyland pendant 3 jours. Là, c'était 15 jours, c'était incroyable. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire dans les jeux. J'ai profité
des salles de jeu, des machins, de tout ce qui était... En fait, c'est un énorme village. Enfin, ouais, c'est Disneyland pour les athlètes là-bas. Donc j'ai tout fait, tout ce que je pouvais faire au resto, j'ai bouffé tout. Vraiment, j'ai vécu des jeux à fond. Mais j'avais quand même un petit peu en tête d'avoir une médaille. J'avais déjà fait des podiums en Coupe du Monde et je me suis dit, alors je suis clairement pas favorite, génial, tant mieux. Mais en même temps, j'ai déjà fait des podiums en Coupe du Monde, il y a les mêmes athlètes aux Jeux Olympiques, pourquoi pas moi, quoi. Et en fait, je suis passé complètement au travers, je me suis fait bouffer par l'événement. J'ai réalisé une fois là-bas que l'ampleur que ça prenait d'être athlète olympique, toute ma station vivait au travers des Jeux Olympiques. J'avais ma tête partout dans la station. Ils vendaient des pains avec les anneaux olympiques et mon prénom dessous. Ils avaient loué un écran géant pour tout le front neige. Enfin, toute la station s'arrêtait de vivre pendant mon épreuve. Et ça, j'ai attaqué à en prendre un petit peu conscience avant ma course. Et j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est ça les jeux, j'ai peur. Et là, je me suis vraiment fait bouffer par l'événement. Et en fait, alors il y a un autre truc à jouer aussi beaucoup. Les garçons font tripler la veille de notre course. Ouais. Et je sais pas si tu te rappelles, il y a une petite polémique sur les combinaisons. Oui, je me rappelle très bien. Et nous, les filles, on se réveille le matin pour notre course. Bon, les entraîneurs sont un peu fatigués, ce qui est normal. Et je pense qu'ils sont pas allés se coucher. Et à 6h du mat, ils nous disent donnez-nous vos combinaisons, on a quelque chose à faire dessus. Et nous, on se dit, qu'est-ce qui se passe, machin et tout. Bref, on va déjeuner, on revient, ils nous filent nos combines. On s'habille, on va sur la piste. Et en fait, sur la piste, on était épiés de tout le monde. Tous les journalistes voulaient nous voir, toutes les équipes nous regardaient, et même nos amis athlètes, enfin moi, mes copines athlètes, me regardaient de travers. Okay. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les entraîneurs n'avaient pas voulu nous en parler, ils avaient essayé de nous protéger un peu de tout ça, de toute la polémique qui était en train d'enfler autour de ces combines. Et sauf qu'il y avait vraiment un truc qui clochait. Et la pression de la course, plus cette atmosphère un peu étrange et tout, il s'est mis à pleuvoir, on n'avançait plus, enfin c'était l'horreur, fait que je suis complètement passé au travers de la course. Et là, j'ai pris une claque, mais monumentale, en me disant, t'es passé à côté de tes jeux, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, en fait? Et c'est qu'après que j'ai compris tous ces trucs-là, que j'avais beaucoup trop profité, qu'en plus je me suis fait rappeler par l'événement, machin et tout. Et en fait, j'ai assez vite rebondi, c'est là où j'ai attaqué à travailler avec un préparateur mental. Et je me suis dit, j'ai 4 ans pour savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, faire de moi une meilleure athlète et être performante en 2018. Parce que je l'avais quand même vraiment amère, en fait, d'être passée au travers de ces Jeux Olympiques. Et puis, je me suis construit pendant 4 ans et je suis arrivée aux Jeux de Pyeongchang, du coup, en 2018, à mon meilleur niveau. Alors qu'un an avant, je m'étais fait opérer du dos une première fois. Et là, j'ai passé une des journées les plus incroyables de ma vie sur les skis. Alors, en ski cross, ce qu'on disait, on est 4, il y a 3 personnes qu'on ne peut pas maîtriser. Malheureusement, je fais une erreur en demi-finale je m'élimine toute seule, j'enfourche parce que je me fais aspirer et je ne peux pas dépasser au moment où j'arrive à fond derrière les nanas. Donc j'enfourche. Et là, rêve de médaille qui s'envole. Donc l'horreur. C'est la future championne olympique qui me console quand même dans l'heure d'arrivée en me disant, allez, il y a une petite finale, va chercher cette 5e place et tout. Et donc je remonte, je sais pas comment je prends le départ, et je fais 5e. Mais sauf que Alors, c'est bizarre parce que c'est la journée la plus contrastée de ma vie, où j'ai la plus grosse déception de ma vie, et en même temps, j'ai la plus grosse satisfaction, parce que je fais 5e aux Jeux Olympiques, et surtout que je pouvais pas être meilleure ce jour-là, quoi. Ouais. Et je pense que j'étais même au niveau des 3 filles qui sont médaillées, mais... Voilà, ça s'est passé comme ça, maintenant j'ai pas de regrets, mais juste la fierté de se dire je pouvais pas être meilleur ce jour-là, quoi. Aux Jeux Olympiques, ça c'est cool. Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où t'enfourches et tu prends conscience que, ok, il y aura pas de médaille? Ça m'est déjà arrivé. Comment? Jure. Et ouais, c'est quoi la sensation? J'ai déjà enfourché en compétition, mais c'était pas aux Jeux Olympiques. Je suis déjà tombé, mais c'était pas aux Jeux Olympiques. En plus, là, comme tu dis, c'était la meilleure journée limite de ta vie sur les skis et tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu prends conscience vraiment que... il y a tout qui s'effondre. T'as l'impression que ta vie entière s'effondre. C'est assez dingue. Je me rappelle, je suis dans l'air d'arrivée, je suis inconsolable. Je te dis, donc c'est Kelsey Serra, la Canadienne, qui va remporter l'or olympique juste après, qui vient me consoler, qui me dit allez, c'est pas grave, il te reste la petite finale, va chercher cette 5e place, c'est les Jeux Olympiques et tout. Puis elle, en plus, c'est
le spirit nord-américain, quoi. Allez, c'est un show, en fait, les Jeux Olympiques. T'as pas fini, t'es pas éliminé, t'y retournes et tout. Et ça, jusque au départ là-haut, quoi. Et en ski cross, donc quand tu remontes pour la petite finale, t'es attendu au départ. Donc tu le sais qu'au moment où tu vas mettre un pied dans le départ, il faut que tu partes. Du coup, j'ai vraiment pris du temps pendant toute la remontée. J'ai traîné. Et d'ailleurs, il y a un stop télé parce qu'ils m'attendent. Ok. Parce que je sais que... Enfin, j'essaye de retrouver mes esprits. Parce que je sais qu'au moment où je vais me pointer au départ, il va falloir y aller. Donc j'ai pris mon temps, j'ai essayé de calmer, j'ai pleuré tout ce que j'avais. Je pense que j'ai attendu d'être vidé complet et de me dire, bon, bah allez, vas-y, quoi. En plus, j'avais mes parents et mon copain qui était là. Et je me suis dit, j'étais obligé de passer la ligne d'arrivée, en fait. Ouais. Et du coup, je suis allé chercher cette 5e place. Et après coup, je me suis dit que cette 5e place était bien moins pire que la 4e. Ouais. Vu Voilà. comme ça. Je me suis dit, je suis pas la plus malheureuse aujourd'hui, quoi. Ouais. Et comment tu te relèves après ça c'est-à-dire les compétitions d'après, les jours d'après tu te consoles en disant j'ai quand même tout donné et j'ai quand même fait une belle 5e place, ou tu rumines quand même ce moment où t'enfourches Ouais, tu mets des mois quand même à le digérer. Derrière, il reste des Coupes du Monde parce que la saison n'est pas finie, donc tu dis, là, je vais prendre ma revanche à bloc, machin et tout, mais en fait, t'as construit quelque chose, enfin, tu y as pensé pendant 4 ans, en fait, à cette compétition-là, et elle est finie, elle s'est pas finie non plus de la manière dont tu l'avais espéré, donc t'es rincé, en fait, t'es vidé, il te faut plusieurs mois pour t'en remettre. Mais j'avais quand même cette petite satisfaction de me dire, en fait, t'étais à ton meilleur niveau, c'est ce que tu voulais. Tu t'étais fixé 4 ans pour skier à ce niveau-là et être performante et être, de pouvoir aller chercher cette médaille-là. Donc je m'accrochais à cette satisfaction-là de me dire, ce jour-là, j'aurais pu aller prendre une médaille. Malheureusement, il y a un fait de course qui fait que j'y vais pas, mais voilà. Mais par contre, oui, c'est sûr que tu ronges ton frein quelques mois quand même. Et puis les Coupes du Monde après, c'est une cata parce que tu crois vraiment que tu vas prendre ta revanche, mais en fait, tu la prends jamais. T'es vraiment. tellement cuit physiquement que tu subis. Je sais même pas si je refais des podiums derrière. Je sais pas. Okay. Et tu dis que tu étais accompagné justement à ce moment-là par un préparateur mental. Comment est-ce que justement vous traitez ce sujet-là? Comment est-ce que vous prenez en compte justement la santé mentale dans ces moments-là où tu perds? Ouais, où tu digères. Où tu digères, ouais, où tu digères. Alors la prep mentale c'est bien, mais le boulot il vient de l'athlète quand même. La prep mentale, moi elle était là pour me donner des outils, me guider à des moments où je trouvais pas des solutions. Mais par contre une fois qu'elle m'avait donné des consignes, on va dire, c'était à moi de faire le boulot. Et dans ce genre de défaite, je pense pas l'avoir contactée tout de suite. Je pense que j'ai laissé passer quelques semaines pour digérer, où on avait peut-être échangé 2-3 messages. Mais je savais que le boulot, il venait de moi et que c'est pas elle qui allait me faire digérer. Que c'était à moi de trouver les pourquoi ça avait pas fonctionné et qu'est-ce qui s'était passé, quoi. Okay. Donc, j'ai plus travaillé moi de mon côté avec mon petit carnet que je t'ai montré tout à l'heure. J'ai écrit mes émotions, j'ai écrit ce qui me passait par la tête. Et je pense que je l'ai rappelé peut-être en fin de saison ou un truc comme ça pour lui dire bon, voilà, l'hiver est fini, on repart pour l'hiver prochain et puis voilà. Et toi, comment tu t'y prends? Est-ce que c'est quoi les choses que tu te dis à toi-même? C'est quoi les questions que tu te poses pour pouvoir justement digérer tout ça? Déjà, je vais discuter avec les entraîneurs, savoir qu'est-ce qui a pas marché. On va re-regarder la course ensemble. Je vais discuter aussi avec les techniciens, savoir si est-ce que ce jour-là on avait la meilleure potion ou pas au niveau du fart et tout. Je vais beaucoup discuter. Okay. Et puis de toute façon c'était dans mon caractère aussi. J'ai jamais été du genre à vraiment me mettre dans ma bulle, en m'enfermer. Moi le stress, j'étais au départ, fallait que je blague, que je rigole, machin. Et dans ces défaites-là et dans ces moments difficiles, c'était aussi ça. Il faut que je discute, il faut que je comprenne qu'est-ce qui s'est passé. Et après que moi, derrière, je pose les choses et je me dis, effectivement, j'aurais pu être meilleur là-dessus, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Et surtout, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour que ça arrive plus, quoi. Ouais. Et ça t'est arrivé des fois de ne pas avoir les réponses et de quand même devoir rebondir derrière ça? Ouais, et là, j'étais vraiment affectée. En vrai, c'est ça que j'ai eu du mal aussi à comprendre, que j'ai compris au fur et à mesure de ma carrière, c'est qu'il n'y a pas toujours réponse à tout. Et des fois, il faut juste accepter que ça n'ait pas marché. C'est comme ça, et ça arrivera encore probablement quelques fois, et il faut quand même faire autre chose, quoi. Mais en vrai, il y a quand même toujours quelque chose à améliorer.
Oui. Mais il faut accepter qu'il n'y ait pas toujours réponse à tout, et ça, c'était compliqué. Et c'était quoi pour toi les choses que tu voyais améliorer? Bon, j'imagine que c'était pas tout le temps la même chose, mais des fois, il peut y avoir des points communs. Est-ce que c'était souvent ta technique que tu devais améliorer? Est-ce que c'était le mental, par exemple? Est-ce qu'il y avait un point commun, comme ça, des choses à améliorer? Je sais pas si j'avais vraiment quelque chose, mais par contre, ma ligne de conduite, c'était vraiment accepter l'état dans lequel j'étais au jour J. Et surtout faire confiance à ce que j'avais construit avant. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, y a des jours où les courses l'hiver, elles s'enchaînent, là c'est des semaines complètes, il y a beaucoup de voyages, et puis t'es fatigué, un peu tu chopes un rhume, puis tout le monde est malade autour de toi, tu dis ah ça y est, moi aussi je suis malade, je vais pas bien. Et en fait, tu te rends compte que tu fais une super course et tu dis mais c'est pas possible, je suis cuite, je tiens pas, j'ai mal aux jambes, j'ai les jambes qui brûlent, ça va pas, et en fait tout sourit. Et à l'inverse, il y a des jours où tu es en forme, tu dis mais là je suis imbattable. Aujourd'hui, je bouffe tout, j'ai le parcours, j'ai gagné, enfin non, j'ai jamais gagné qualif, mais je suis 2 de la qualif en faisant des erreurs, je suis imprenable. Et en fait, tu sors en quart de finale quoi. Du coup, c'était vraiment ça, c'était accepter l'état dans lequel j'étais, faire du mieux que je pouvais en fonction des consignes que j'avais vues ou qu'on m'avait données, enfin avec les entraîneurs, les techniciens et tout ça. Donner mon maximum du jour, parce que du coup, il y a des jours où tu peux donner 200% et des jours où tu peux en donner 10, et voir ce qu'il arrive. Ouais. Voilà. J'étais plus dans ce truc-là de se calmer et accepter les choses une par une plutôt que de me projeter. Et je pense que c'était une force. Et c'est aussi, par exemple, comme ça où j'étais très performante les jours où il faisait mauvais temps. Là où certains se disaient, voilà, la course elle est annulée, c'est sûr, il y a du vent, ça va pas faire, ça va être nul, ça va être loterie et tout. En fait, c'est ces jours-là où j'étais la meilleure. Me dire, les conditions elles sont comme ça, ça se trouve ça va me sourire, ça se trouve. Voilà. Alors des fois ça m'a joué des tours, hein. Des fois c'est moi qui ai morflé avec cette météo-là, mais la plupart du temps j'étais performante là-dedans parce que justement je prenais comme ça arrivait quoi. Ouais, et ça c'était vraiment ma ligne de. Ouais, j'aime bien ce que tu dis de... Parfois, je me donne à 100% du jour, parce que des fois, je peux donner 200%, des fois, je peux donner que 10%. Et je trouve que ça, c'est compliqué à comprendre quand tu es athlète, peu importe l'âge, en fait, hein, mais peu importe le niveau. Des fois, on a du mal à se dire, OK, aujourd'hui, mon niveau, c'est juste 10%. Par contre, il faut que je donne le 100% de ce 10%, il faut vraiment que je me donne à fond. Il y en a beaucoup qui baissent les bras s'ils ne se sentent pas à 100% de leur capacité, alors que même à 60%, tu peux quand même performer, ou en tout cas être satisfait, fier de toi. Et moi, j'aime bien ce que tu partages là, c'est vraiment intéressant. Il y a un truc que j'ai compris aussi, c'est que tu sais pas à quel pourcent ils sont les autres athlètes. Et du coup, peut-être que toi, t'es cuit et que t'es à 70, mais en fait, autant la nana à côté de toi, elle est encore plus cuite et elle est à 40, quoi. Et du coup, ton 70% du jour, il va suffire pour être devant elle. Ouais. Alors que pourtant, tu la penses complètement imbattable. Voilà. C'est vraiment là-dessus où j'avançais, où je me disais, voilà, t'es dans cet état-là aujourd'hui ou cette semaine, on avance étape par étape et ouais, ça roule. Ouais, ça roule. Et aussi, on a parlé un peu de ton entourage, t'as dit à quel point tu étais fier quand tu partageais ta médaille à tous les gens qui étaient ici. Mais j'ai envie qu'on aille vraiment dans l'entourage proche, plutôt les parents. Parce que je trouve que les parents, ils aident quand même beaucoup dans le sport. J'allais dire dans le ski en particulier, mais j'ai l'impression que c'est dans tous les sports finalement. Toi, à quel point tes parents ils t'ont soutenu et surtout à quel point c'était cool de se sentir soutenu comme ça par tes parents? Nos parents, pourquoi c'est important? Parce que c'est nos principaux financeurs. Financement. Non, moi j'ai eu la chance parce que j'ai des parents qui ont découvert le haut niveau avec moi. En tout cas, pour moi, ça a toujours été une chance. J'avais des copines au ski club, leurs parents étaient très présents. Et je regardais ça et je disais, ouais, quel enfer, j'aimerais pas que mes parents ils mettent la pression comme ça, quoi. Et donc mes parents étaient commerçants. Ma mère, je crois qu'elle est rarement venue voir des compétitions quand j'étais jeune parce qu'elle était au magasin et qu'elle ne pouvait pas partir, c'était l'hiver, elle bossait à bloc. Mon père est photographe, donc lui par contre il venait sur certaines courses prendre des photos, mais je le voyais pas, il se mettait sur la piste. Voilà, c'était assez drôle parce que s'il y avait une photo floue de la journée, c'était la mienne. Donc je pense que lui il stressait aussi et inconsciemment il loupait que moi. Mais en fait, voilà, mes parents ont laissé faire. Donc j'avais mon grand frère devant qui essayait tous les sports et qui performait en plus à fond, trop facilement, trop machin, enfin bref. Et eux, ils suivaient. Et voilà, c'est une réelle chance qu'eux, ils aient pu financer tout ça. Même s'il y avait quand même derrière des deadlines, voilà, quand j'ai attaqué le ski cross, ils ont dit bon,
ça a quand même un certain prix, donc on se donne 2 ans si ça te va, pas la première année évidemment, mais 2 ans, et puis après si ça marche pas, on passe à autre chose et tout. Et voilà, j'ai jamais ressenti de pression de leur part. Voire même, des fois même ça m'agaçait de me dire, mais en fait ils comprennent rien à ce que je fais, quoi. Ma mère, pour dire que j'allais m'entraîner, elle a dit, tu vas à la gym? Non, mais non, je fais pas de la gym comme les mamies, en fait, je m'entraîne, quoi, je vais à la muscu. Et t'as gym aujourd'hui? Elle me disait, et ça m'agaçait sur la fin en me disant, mais attends, en fait c'est mon métier, t'es au courant, quoi. Donc des fois c'était rigolo là-dessus, mais en fait c'était une chance inouïe de se dire qu'en fait personne n'attendait rien de moi et que j'avais juste à m'amuser et faire les choses comme je voulais. Et en fait la pression je me la mettais moi, ou en tout cas c'était moi qui me fixais mes objectifs, c'était à moi de réussir, et puis voilà, quoi. Ouais. Et ça a toujours été le cas de mon entourage. Mes amis proches, mon copain, personne n'a jamais juger ma carrière ou dit tu devrais faire ça ou ça. Alors des fois par contre j'allais prendre leur avis en disant t'en penses quoi et tout, mais voilà, je faisais ce que j'avais à faire, c'était très bien comme ça, et je pense vraiment que c'est une chance. Ouais, et tu dis ils sont importants parce que c'est nos premiers financeurs, et j'ai aussi l'impression que c'est vraiment les premiers à nous supporter, à vouloir en fait notre bonheur, notre bien, le fait que qu'on s'éclate, quoi, finalement. C'est clair. Et c'est vrai que moi, ça me mettait un peu la pression quand j'étais plus jeune. J'ai l'impression d'en parler dans tous mes podcasts de ça. Ça me mettait un peu la pression, et ça, je l'ai compris qu'après coup. Je l'ai pas compris sur le moment. Mais j'avais l'impression de leur devoir cette médaille-là. Ouais, et c'était beaucoup trop loin par rapport à là où j'étais, donc ça mettait beaucoup de pression. En même temps, avec le recul, je me dis, mes parents, ils faisaient ça juste parce que à la fois, ils kiffaient pouvoir accompagner leur enfant dans son rêve. Et c'était trop bien aussi. Ils pouvaient m'accompagner dans des stations et tout. Ils voyageaient aussi. J'imagine que ça devait être cool pour eux. Et après, c'est seulement après coup que j'ai pris conscience qu'en fait, ils me soutenaient. Ils attendaient rien de toi, en fait. Ils étaient juste trop contents. Et j'imagine que donner une médaille comme ça, leur apporter, ça doit être vraiment quelque chose de formidable. Et d'ailleurs, si tu as un mot à leur donner, peut-être que tu les as déjà remerciés et tout. Ouais. Mais d'ailleurs, tu vois, on parle des médailles, en fait, maintenant tout est chez eux, quoi. Je sais pas, peut-être que ça veut dire que ça leur appartient. Non, mais voilà, en fait, mes parents ont découvert le sport de haut niveau avec moi, et ils ont jamais rien attendu, en fait. Et comme tu dis, un peu comme les tiens, je pense qu'ils étaient juste... ils se régalaient de pouvoir venir sur les compétitions, me voir courir. Enfin, je pense quand même que... mon père n'a jamais trop parlé, mais ma mère, je crois qu'elle passait un mauvais moment. Et même sur la fin de ma carrière, donc il diffusait toujours mes Coupes du Monde dans un bar, là, c'est le bar du fan club. Et ma mère, sur les dernières courses, elle venait même plus au bar. Okay. Parce que d'entendre les autres, je pense qu'il y en avait qui étaient encore plus investis qu'elle, ou les autres la faisaient stresser, ou j'en sais rien. Mais du coup, fin de carrière, ils préfèrent garder les courses à la maison et monter au bar pour payer un coup s'il y avait besoin, plutôt que de regarder avec les autres. Je pense que j'ai un peu toujours ignoré la pression et le stress que je leur faisais vivre, mais en tout cas, moi, ils me l'ont jamais fait ressentir. Okay. Et ça, c'était trop bien. Ouais, c'est incroyable parce que moi, mes parents, ils adorent le sport, ils regardent toujours les JO, les machins. Et quand je vois à quel point ils sont contents quand ils voient Julien Alaphilippe gagner le championnat du monde, quand ils voient Teddy Riner et tout. Et c'est vrai que ça m'aurait fait kiffer, et du coup, c'est trop cool que tu puisses me partager ça. Et aussi dans ton entourage, donc là, on a parlé des parents, de l'entourage, mais il y a aussi les coachs. Comment ça a été, toi, la relation entraîneur-entraîné durant ta carrière ? J'ai eu beaucoup d'entraîneurs dans ma vie, tous différents, et je pense que c'était une bonne chose. Et au fur et à mesure des années, j'ai même découvert que ce que je pensais être les pires entraîneurs, ou en tout cas qui ne me correspondaient pas, m'ont beaucoup appris, sur moi en tout cas. Et après, le reste de ma carrière, en tout cas en ski cross du moins, on va dire que j'ai eu 2 entraîneurs vraiment, sur 3 parties. D'abord Michel Lucatelli sur la première partie de ma carrière, ensuite Eric Archer en milieu, donc sur une Olympiade, et de nouveau Michel Lucatelli. Donc c'est des gens qui m'ont connu, qui me connaissent par cœur, que je connais par cœur. Et en fait, oui, l'entraîneur doit s'adapter à l'athlète, mais c'est aussi à l'athlète de s'adapter à l'entraîneur. Je sais pas, il y en a peut-être qui vont trouver ça fou en disant, mais en fait non, l'entraîneur c'est son boulot de mettre bien l'athlète. Mais je pense que c'est aussi à l'athlète de prendre du recul et de se demander qu'est-ce qu'il a à apprendre ou pas de la personne. Et en fait, quand tu as la fédé, tu as plusieurs entraîneurs, donc c'est quelque chose que tu trouves pas chez l'un, tu peux aller chercher chez l'autre.
Et peut-être, je sais pas, mais quelque chose de plus... comment dire, quelque chose de plus sentimental, j'allais en parler à quelqu'un, à un certain entraîneur, en me disant, bah lui, il est plus comme moi, on va dire, plus dans l'émotion et tout. Et à l'inverse, par contre, quelque chose qui est plus stratégique, plus compète, je vais aller en parler à lui. Et ouais, c'est quelque chose que j'ai toujours fait dans ma carrière, de pas voilà, d'aller prendre. Mais un peu, je pense que c'est quelque chose que j'ai fait toute ma vie. J'ai jamais eu d'idole. Ouais. Vraiment un idole en particulier en me disant je vais être comme lui. Mais par contre, je pense que j'ai lu toutes les biographies d'athlètes. Et j'adore aller chercher plein de choses chez tout le monde parce que tout le monde a quelque chose à donner en fait. Ou justement à dire ouais, j'aimerais pas du tout faire ça quoi. Et les entraîneurs c'est pareil. Okay. Bah, si t'as un entraîneur qui peut pas t'apporter ça, bah, c'est pas grave, il t'apporte autre chose, prends-le quand même. Même si t'as l'impression qu'il t'apporte rien, et c'est sûr qu'il te donne des choses. Et va chercher autre chose chez quelqu'un d'autre. Ouais. C'est trop cool ce que tu partages. J'ai une dent contre un entraîneur. Je le dis en souriant et tout, mais c'est vrai que quand j'ai fait mes 2 années au comité Dauphiné, j'ai l'impression de vraiment pas avoir eu une bonne relation avec cet entraîneur. Et moi, je l'ai toujours mal vécu. Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que l'entraîneur il soit derrière moi, à être gentil avec moi, à me caresser dans le sens du poil. Et cet entraîneur, il n'était pas vraiment comme ça avec moi. Et j'ai jamais réussi à trouver qu'est-ce qu'il m'a apporté. Ouais. Toi, comment tu t'y prenais pour justement prendre du recul, ce que j'ai pas su faire avec cet entraîneur? Toi, comment tu t'y prenais quand tu sentais que c'était un peu... Après, quand t'es jeune, c'est sûr que c'est compliqué parce que t'as qu'un entraîneur. Notamment quand tu es dans les comités, tout ça, au club des sports, tu peux toujours trouver, t'as plusieurs entraîneurs, même si tu as un entraîneur référent par année. Mais ouais, je sais pas, c'est peut-être en vieillissant aussi, mais après c'était prendre du recul en fait. Prendre ce qu'il y a à prendre et ce qui t'apporte pas, et puis te dire qu'en fait le temps il passe et tu vois là, toi tu t'es mangé pendant 2 ans et en fait t'as peut-être perdu entre guillemets 2 ans. Alors que prendre du recul, te dire, bon ben voilà, il est là, il me donne des consignes, je vais prendre ses consignes. Et puis peut-être que l'affection que j'ai pas de lui, je vais aller la chercher chez quelqu'un d'autre, par exemple chez un préparateur mental ou des choses comme ça, quoi. Ouais. Mais ouais, arriver à prendre du recul, de se dire, ouais, ça fonctionne pas comme je le voudrais. J'ai eu des entraîneurs qui... Je les ai regardés, j'ai dit, mais en fait... Moi, il me fallait pas me hurler dessus. Ouais. Très clairement, plus tu me hurlais dessus et plus je me braquais et en fait, j'entendais même plus ce qui sortait de sa bouche, quoi. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais en fait, pourquoi tu me gueules dessus? Il me dit, je lui ai dit, quoi. Je dis, moi, je fonctionne pas comme ça, quoi. Et puis après coup, cet entraîneur-là, je lui prenais que ses corrections techniques parce que je savais qu'il était bon là-dessus et puis il voyait des choses que moi, je pouvais pas inventer. Mais par contre, tout ce qui était plus relationnel, plus humain, on va dire, entre guillemets, j'allais soit le chercher aussi chez un collègue ou une collègue, soit chez un autre entraîneur, quoi. Okay. Mais oui, quand t'es jeune, que t'as qu'un entraîneur, c'est compliqué. Mais je l'ai vécu aussi, hein. Ouais. J'ai eu des entraîneurs pendant une saison entière où j'avais que lui, et notamment ma dernière saison en ski alpin, ça a été l'angoisse, quoi. Je crois ça aussi sûrement fait le fait que, toute cette fameuse lassitude dont on parlait, mais du coup je me raccrochais aux copines et dire, bon allez, on a quand même une vie qui est cool, on fait des courses, on est dehors, c'est bien, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et bon, je comprends bien ce que tu nous dis par rapport au fait de pouvoir prendre un petit peu chez chacun, mais c'était quoi, toi, si tu pouvais établir l'entraîneur parfait ou la personne qui pourrait t'accompagner parfaitement, elle ressemblerait à quoi, cette personne? Pour moi, c'est déjà un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui s'adapte à chaque athlète. On fonctionne tous différemment. Et un entraîneur a plusieurs athlètes et ils ne doivent pas fonctionner avec eux de la même manière. T'en as qui vont avoir besoin justement qu'on leur hurle dessus, il y en a ils vont avoir besoin on leur rentre dedans, il y en a d'autres, va falloir prendre des pincettes. Et en plus, je peux même pas dire quel était l'entraîneur type que j'aurais aimé parce que en fait... j'ai évolué au long de ma carrière et la personne que j'étais en 2014 n'était pas la même qu'en 2020 ou ainsi de suite, et du coup peut-être qu'en 2014 je préférais qu'on m'entraîne comme ça et en 2020 ou à l'approche de mes 30 ans je préférais qu'on m'entraîne comme ça. Il n'y a pas de coach type, mais par contre voilà, c'est quelqu'un qui sait s'adapter à la personne et en plus la relation elle peut évoluer, quoi. Peut-être qu'en 2014, cet entraîneur-là, donc Lucatelli, il parlait de cette manière-là, parce que j'étais une gamine, et qu'en 2018, il pouvait parler à une femme, quoi. Oui.
Voilà, il faut que le coach évolue aussi en même temps que l'athlète. Oui, bien sûr. Puis comme l'athlète évolue aussi, ça change. Ouais, complètement. Mais après, par contre, c'est sûr que voilà, il faut créer une relation de confiance. Ça, c'est indispensable. Oui. Un entraîneur qui te donne pas confiance en toi, déjà, bon, c'est pas terrible. Mais c'est surtout sur lequel tu peux pas faire confiance, quoi. Ça, il y a rien de pire. Ouais. Un entraîneur, et notamment en ski cross, si tu es au bord de la piste, que l'entraîneur il te dit pendant les entraînements, ce saut-là, il faut, je sais pas, il faut amortir, mais tu lui fais pas confiance. On parle des sauts qui font plus de 20-25 mètres. Donc en fait, il faut avoir 100% confiance en lui en disant ok, il m'a dit d'amortir, donc ça veut dire que j'arrive et j'amortis. Ouais. Et je sais qu'il m'arrivera rien, quoi. Donc il y a cette confiance mutuelle à avoir quand même. Okay. Et toi, ça t'intéresserait pas d'être entraîneur ? Peut-être que c'est dans tes démarches et tout, mais c'est quoi ton après-carrière ? Je me sens pas légitime d'être entraîneur tout de suite. C'est assez fou, mais j'ai vraiment envie de prendre le temps de digérer ma carrière et de continuer de m'instruire. C'est con à dire, mais en fait, alors oui, j'ai une carrière derrière moi, mais j'ai que ça, entre guillemets. Et donc, j'ai envie de prendre le temps, de laisser un peu les années passer. Alors là, actuellement, je suis formatrice à l'ENSA et j'adore. Je me régale. J'apprends tellement. Tous les jours, on parle de ski, on parle des mécanismes du ski. Et moi, qui ai toujours été perfectionniste, j'adore ça, me torturer l'esprit de comment fonctionne, comment arrive un virage, comment on peut être performant, enfin tout ça. C'est vraiment ce qui me fait vibrer et ça me servira. Je dis pas que je serai jamais entraîneur de ma vie, mais pas pour le moment. En tout cas, j'ai envie de digérer tout ça et de continuer à évoluer dans le ski pour me dire, bon ben voilà, maintenant j'ai toutes les clés et je vais pouvoir en apporter au coureur. Et puis, il y a un truc, je me suis aperçu dans ma carrière, c'est pas un bon athlète qui est forcément un bon entraîneur. Et je pense que les meilleurs entraîneurs que j'ai eus, c'est pas ceux qui ont eu les plus belles carrières. Okay. Donc en fait, si je le suis jamais, c'est pas grave. Ouais. Mais par contre, j'attache vraiment de l'importance à partager et avec les enfants du club et tout ça, quoi. Donc déjà, en tant qu'athlète, je faisais au moins une journée de ski avec eux, j'allais les voir un petit peu sur des compétitions, je les coachais au ski game, du coup, le fameux ski cross. Et là encore aujourd'hui, j'essaye de m'investir de plus en plus dans le club des sports de la station d'Orsières. Parce que pour moi, c'est vraiment important. Enfin, une carrière, ça sert à rien si derrière tu la partages pas, quoi. Donc je la partage pas en tant qu'entraîneur. Par contre, j'essaye d'apporter d'autres choses à côté, quoi. Ouais. Et par rapport à ce que tu dis sur l'ENSA, moi je me rappelle quand j'ai commencé à la préfo et que j'ai commencé le cursus, ça m'a vraiment aidé à progresser. J'ai progressé un truc de dingue parce que je comprenais les choses. Est-ce que toi, tu as l'impression que ça t'aide à progresser encore Ah mais complètement. En fait, c'est fou parce que j'ai attaqué mon cursus monitorat dans ma transition ski alpin et ski cross. Okay. Et j'ai découvert le memento, j'ai découvert les fondamentaux et je me suis dit, mais comme toi, en fait, j'ai compris des choses. J'ai dit, mais en fait, ça marche comme ça, quoi. C'est ça, en fait, qui me parle, l'entraîneur et tout. Et là, encore aujourd'hui, j'apprends des choses. J'ai pas le sentiment de régresser. Alors, physiquement, oui, clairement, parce que je m'entraîne plus. Mais sur les skis, techniquement et tout ça, non, je continue de progresser, je pense. Ouais. Et j'adore ça, et c'est trop bien. C'est tellement intéressant. C'est clair, c'est clair. J'ai déjà eu des discussions avec des entraîneurs sur le bord des pistes qui disaient que ça servait à rien que l'athlète en sache trop, qu'on lui dise comment ça fonctionne et tout. Moi, j'étais un peu convaincu que si, quand même, vu ce que j'avais vécu avec l'ENSA, ça m'avait apporté. Je me suis toujours dit, tiens, ce serait intéressant que les jeunes aillent à l'ENSA à 14 ans, comprennent un peu les fondamentaux et reviennent après. J'ai l'impression que tu valides ça un petit peu. Ouais, alors peut-être pas à tous les âges. Je suis d'accord que quand on parle vraiment de l'enfant, peut-être, je sais pas, jusqu'aux 12 ans, ouais. 10 ans, 12 ans, il faut vraiment qu'il ait cette... et puis même toute sa carrière, mais qu'il garde cette envie de s'amuser sans trop comprendre comment ça marche ou quoi que ce soit. Par contre, des fois, j'entends des entraîneurs au bord de la piste qui leur parlent, je dis, mais en fait, il peut pas comprendre ce que tu lui dis, là. Enfin, il y en a qui parlent d'étaler les appuis, des trucs comme ça à des gamins. Non, en fait, tu fais ton virage en une fois, ce sera déjà bien. Enfin, plein de trucs comme ça. Mais je pense que plus on s'approche des années phys et tout, et ce serait intéressant de parler de ce fameux memento et des fondas aux athlètes pour qu'ils comprennent en fait comment le ski fonctionne et comment ils déclenchent un virage, à quoi sert le ski en fait, comment on le déforme et tout ça. Ouais. Moi, je suis assez d'accord. Après, peut-être parce que, voilà, encore une fois, on aime bien se triturer le cerveau aussi, mais peut-être qu'il y en a qui préfèrent fonctionner à l'instinct. Je pense qu'encore une fois, tous les gamins fonctionnent différemment, mais
Mais quand même, des fois, juste pour comprendre des fois le langage de l'entraîneur, ça pourrait être pas mal. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et donc là, on est dans ton après-carrière, on est en train de discuter de tout ça. Selon toi, en quoi toute ta carrière, tout ce que tu as vécu, t'aide aujourd'hui à pouvoir t'épanouir dans le après-carrière, justement? Eh bien, l'annonce de ma fin de carrière l'année dernière, monsieur le maire d'Orsières et le directeur de la station m'ont convoqué pour me proposer un poste et reprendre l'organisation des Coupes d'Europe de ski alpin et des ski games, du coup, de ce fameux ski cross, parce que la personne qui s'en occupait est partie à la retraite. Et sur le coup, j'ai dit, ouais, mais la mission, j'ai aucune formation, j'ai jamais fait ça et tout. Et puis eux, ils étaient persuadés que justement mon passé d'athlète allait m'aider. Et en fait, j'ai pris un plaisir monstre à faire ça. En fait, à regarder l'envers du décor. Quand t'es athlète, t'arrives, le lieu de compétition, il est déjà prêt, tu fais ci, tu fais ça, et roule, quoi. Tu regardes pas ce qu'il y a autour. Et là, je me suis régalée à aller voir l'envers du décor et à le faire moi-même, en fait. Donc, heureusement, j'ai pu compter sur toutes les personnes de la station qui travaillaient déjà sur ces événements et qui ont pu m'aider à les mettre en place. Et cet hiver, ça a été une horreur. Enfin, j'ai passé vraiment du temps, j'ai eu énormément de stress, j'ai pas... Enfin, vraiment, ça m'a bouffé un jus pas possible. Et je me suis dit, mais pourquoi je fais ça, quoi? Et au printemps, j'ai réalisé qu'en fait, heureusement que j'avais eu ça, parce que j'ai eu du stress, j'ai eu de l'adrénaline, je m'étais fixé des objectifs que je suis allée atteindre, et en fait, c'est tout ce que j'ai fait pendant des années en tant qu'athlète. Et je crois que j'ai toujours fonctionné comme ça, et j'ai encore besoin de fonctionner comme ça. Donc voilà, je sais que l'adrénaline, je l'ai plus en compétition, mais je vais le chercher différemment. Le stress, pareil, il est différent, mais il est quand même, il est quand même agréable. Enfin, agréable après coup, mais voilà, c'est quand même bien de se mettre de la pression et d'aller réaliser ses objectifs. En fait, c'est ça qui est... Enfin, pourquoi il faut vivre, quoi. Oui, bien sûr. Si tu n'as pas cette pression-là, t'as pas ce stress et que tu t'avances vers rien, en fait, c'est nul, quoi. C'est fade. Donc voilà, mon après-carrière, il est rythmé encore par stress et pression, mais différente. Ouais. Et je suis sûr que que ta carrière t'a aidé à gérer ces moments-là, à savoir gérer la pression, le stress et tout, c'est évident. Et moi, je retrouve ça aussi. J'ai toujours voulu être champion du monde, champion olympique. Bon, je ne l'ai jamais été, je me suis arrêté bien avant l'équipe de France et tout. Mais n'empêche que j'ai aussi vécu la pression, le stress. Et ça m'aide au quotidien. Là, je suis entrepreneur et tout ça. Et donc, ça m'aide aussi à gérer ces choses-là. Et donc, ça m'intéressait aussi de savoir, toi, comment tu gérais cette stress. Les clés que tu mets en place avec un prep mental et tout ça, en fait, tu les adaptes à la vie, quoi. Et même dans ta vie perso, même en dehors du boulot... Là, en fait, c'est quoi la vie? C'est des joies et des déceptions, et il faut continuer d'avancer, il faut se fixer des objectifs, enfin, ça sert à ça, quoi. Mais je pense que quand tu as eu une dose d'émotion pendant une carrière, tu peux pas t'arrêter du jour au lendemain et dire, bon, je vais laisser la vie passer. Enfin, non, c'est pas mon genre, quoi. Toi, Voilà. tu préfères aller faire l'étape du tour Ouais, et tout. entre autres, ouais. Me fixer des bons défis aussi sportifs, et voilà, parce que derrière, je me dis, je veux faire ce défi-là, donc je vais mettre un entraînement en place. Qui dit entraînement dit rigueur, en fait, c'est surtout ça en fait qu'on va chercher. Dans le plaisir quand même, je suis pas malade, je vais pas faire 8 séances comme à l'époque je le faisais. Mon corps n'est plus capable non plus. Mais voilà, et puis de se dire, avoir la boule au ventre le jour de la compétition, la faire, la réaliser, être satisfaite, et ouais, c'est comme ça, quoi. Ouais. On approche de la fin, mais il y a encore 2-3 sujets dont on n'a pas encore abordé. Et on n'a pas parlé de tes blessures qui t'ont suivi un peu le long de ta carrière. Comment est-ce que tu vis une blessure? Ou plutôt, au moment où tu es blessé, comment est-ce que tu restes focus sur l'objectif qui va arriver? C'est un peu comme les échecs. C'est déjà, faut le digérer. Tu passes d'une vie à 1000 à l'heure à 0 en une fraction de seconde. Faut digérer comment dire. Bon, on te dit ce que t'as comme blessure, combien de temps ça va durer. Enfin, tout ça. T'enchaînes les rendez-vous médicaux, donc tu prends à chaque fois un coup de un coup de bois, un coup de bambou, et tu dis bon, en fait, ça va être long et tout ça. Mais encore une fois, c'est toujours dans l'acceptation. Et derrière, tu rattaques la rééducation. Enfin, des fois, je vois après mes opérations du dos, je suis reparti de zéro, quoi. Ouais. Donc au début, c'est aller marcher 10 minutes, 20 minutes, et puis tu t'en satisfais, en fait. Faut accepter. Tu dis, ok, avant, aller marcher 10 minutes, c'était pour juste aller à l'entraînement. Ouais. Et là, c'est ton sport du jour, quoi. Mais tu dis, c'est mieux que être dans le lit.
et avancer encore une fois étape par étape et se fixer des petits objectifs et te dire bon ben voilà, dans 2 mois j'aimerais bien marcher je sais pas 2 heures ou faire du dénivelé et ainsi de suite, et dans 6 mois je veux skier. Et après je pense que ce qui te tient c'est la passion du ski en fait. Là, et puis la passion de cette adrénaline qui te manque et que tu as besoin. Et moi je sais que j'aimais bien beaucoup regarder des courses, même en été ou enfin quand j'étais blessé, de me dire enfin garder cette flamme de dire j'ai hâte d'y retourner quoi, de me dire c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire, et voilà. Mais Et tout avant de donner faire pour ça, ça. bah, je vais me fixer des petits objectifs. Ouais, c'est comme pour les courses ou les JO, c'est étape Ouais, c'est par ça, étape. c'est Et, ça. euh, Mm. et Bah, en on fait, le arrive truc, c'est que étape par étape, c'est que tu as des petites satisfactions et tu as toujours l'impression d'avancer. Même si des fois, le fameux, tu fais un pied en avant, 2 en arrière, oui, ça arrive, surtout pendant une blessure, si elle est un peu complexe et tout. Des fois, il y a des moments où ça stagne. Mais par contre, les moments où il y a des petites progressions, il faut pouvoir en avoir conscience pour avancer, quoi, et pour se dire, bon, mais il y a quand même du mieux, quoi. C'est peut-être rien, mais il y a quand même du mieux. Être un peu... ouais, faut être carrément optimiste et avancer là-dessus, parce que bah, ton goal, c'est celui-là, et pour aller à celui-là, de toute façon, t'es obligé de passer par là, quoi. Ça rejoint un peu ce que disait Amy dans l'épisode de podcast. Elle disait que bah, elle, la prochaine étape pour elle, c'est justement savoir se satisfaire de Ouais, plus en ouais. plus des petites victoires bah, pour avancer mieux, plus confortablement, j'ai envie de dire. Là, on arrive à la fin de l'épisode et j'aime bien poser un peu des questions un peu plus ouvertes. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est généralement, on dit qu'est-ce que tu as envie de dire à la Alizée qui a 6 ans. Là, j'ai plutôt envie de faire l'inverse. Selon toi, qu'est-ce que la Alizée de 10 ans pourrait te dire à toi aujourd'hui si elle voyait là où tu en étais? Dire, ah bon, on peut faire tout ça avec, avec des skis? Non, je te dis, j'ai jamais rêvé d'être championne. Enfin, je pensais pas que c'était possible. Et j'ai toujours gravi les échelons avec... Enfin, un peu avec surprise et passion, en me disant, ouais, ouais, du coup, je vais continuer de faire du ski. Ah, je vais aller skier aux États-Unis. Ah, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. Et vraiment kiffer chaque nouvelle évolution. Et ouais, je sais pas ce qu'elle dirait. Elle disait, bah, bravo, c'est cool, c'est quoi ces médailles? Elle serait surprise et un peu dans Ouais, l'inconnu. ouais, ouais, genre, ah, t'as fait des choses olympiques? Ah ouais, ça doit être trop bien. Ouais, c'est plus dans ce sens-là, je pense. Et tu serais surprise si tu revoyais la Alizée de 10 ans. Enfin, elle serait surprise parce que tu disais c'est pas possible ou parce que bah, tu connaissais même pas ça. Ouais, c'est plus ça. C'est plus que je savais pas que c'était possible. Puis tu sais, quand t'es skieur dans les Alpes du Sud, on te fait assez vite comprendre qu'il y a que les Savoyards et aux Savoyards qu'on doit d'être champions. C'est un peu bête, hein, mais on te dit, bah, toi, t'es pas né à la montagne, tu sais pas. Ouais. Alors qu'en fait, si, on a les mêmes montagnes, on a les mêmes choses, quoi. Et donc, non, je pense que je m'étais jamais dit que moi aussi, je pouvais faire du ski à haut niveau en compétition. Ouais, je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais par rapport à la Maurienne, c'est quand même vachement plus beau ici que On la a le soleil. Maurienne. Vous avez le soleil. Ça fait toute la diff. Et le cadre est quand même un peu plus beau. Après, c'est mon avis, mais ouais, ça marche. Et ouais, je crois qu'on a fait un peu le tour du sujet. On a quand même bien pu discuter. Est-ce que toi, il y a des choses que tu aimerais rajouter dont on n'a pas parlé? Non, pas plus que ça. Juste, je sais pas, toutes les carrières sont singulières en fait. Il y a pas de mode d'emploi, il y a pas un truc précis. Je suis juste consciente quand même d'être tombée toujours au bon moment, enfin, aux bons endroits, avec les bonnes personnes. Je pense qu'il faut quand même un peu de chance aussi dans une carrière. Et mais voilà, au final, moi, j'y changerai rien. J'ai eu beaucoup de blessures, ça m'a fait beaucoup souffrir. C'est ce qui m'a amené aussi à arrêter. Et en fait, maintenant, avec du recul, je me dis que bah, c'était comme ça et que ce qui est arrivé, c'est... Enfin, ouais, c'est ce qui devait arriver et c'était ma carrière qui devait se terminer comme ça. Eh ben, merci pour ce partage. Et je voulais aussi dire que bah, comment on s'est contacté, tu as liké un de mes posts sur Insta. Et, bah, moi, j'ai été surpris et pour moi, c'était ma médaille, tu vois, d'avoir des personnes comme ça qui likent mon contenu. Du coup, je me suis permis de t'envoyer un message et tu m'avais témoigné bah, qu'est-ce que ça t'avait évoqué, justement, ce réel que j'avais fait sur Insta. Et bah, déjà, je voulais dire merci d'avoir répondu, merci d'avoir liké. Et ton témoignage, il m'a vraiment touché et il me force encore plus
vouloir faire bouger les choses, parce que c'est pas toujours facile quand on est jeune. Et là, si je te laisse 10 secondes avec la caméra qui est juste là, qu'est-ce que tu as envie de partager à la fois pour terminer le podcast et à la fois pour les jeunes qui nous écoutent et qui... Le pourquoi j'ai liké ton réel, c'est parce que tu mettais le doigt sur quelque chose, pour moi, qui était essentiel. C'était le bien-être humain avant la performance. Et ça, je l'ai compris assez vite dans ma carrière, c'est que si l'humain, la personne en elle-même n'est pas heureuse, n'est pas épanouie, l'athlète, il peut pas être performant. Et ça, alors, ça s'est vachement démocratisé. On parle de prep mental à tout va maintenant, c'est plus du tout un sujet tabou. Mais on n'en parle que chez l'athlète de haut niveau. Et en fait, je pense que c'est encore plus important chez l'enfant. Et notamment pendant son évolution et du fait que... toute sa progression dans un ski club ou dans n'importe quel club des sports. Et en fait, je pense que aujourd'hui, on attache énormément d'importance à la performance très jeune. Et je crois qu'il faut qu'on prenne un peu de recul et qu'on prenne un peu exemple sur la Scandinavie et tout ça, où en fait, les gamins, je crois que jusqu'à l'âge de 8 ans, ils n'ont pas de chrono à l'arrivée, quoi. Et en fait, du coup, c'est très bien comme ça. Ouais. C'est t'as bien skié, t'as pas bien skié, t'allais vite, t'allais pas vite, et puis point. C'est pas t'as pris 2 secondes alors que lui, il est devant toi. Enfin, voilà. Et en tout cas, arriver à se détacher un peu de sa performance, s'attacher au bien-être. Et parce que je sais que moi, tout au long de ma carrière, et j'espère tout au long de ma vie, je préfère être... Enfin, je sais que si je suis épanouie, je suis performante. Et si je suis malheureuse, j'arrive pas à atteindre les objectifs que je veux, quoi. Ouais. Ouais, voilà. c'est mettre les choses dans l'ordre. Ouais, bien sûr. Et ça, je suis vraiment d'accord que c'est le bien-être au service de la performance et pas la performance au service du bien-être. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Hein, que c'est sûr, quand tu gagnes, t'es heureux. Hein. Ouais, c'est clair. Mais par contre, avant de gagner, il faut quand même mettre les choses en place, quoi. Et si t'es malheureux, tu gagneras jamais. C'est pas possible, c'est pas vrai. C'est clair. Et en tout cas, merci pour tout ça. Et je profite aussi de t'avoir, c'est ma dernière question, promis. Est-ce que toi, dans tes contacts, dans tes connaissances, est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui pourrait être intéressé pour passer dans ce podcast ? Des jeunes ou des moins jeunes ? Avec ou sans carrière ? Je prends tout le monde. Ouais, il y en a plein. J'ai eu la chance de rencontrer des athlètes ultra inspirants. T'as une nana comme Marie Baucher. Tu peux seulement y aller, elle a beaucoup de choses à raconter. Après, des petits jeunes, alors j'ai passé pas mal de temps en rééducation ces dernières années, avant ma fin de carrière, et j'ai eu la chance de côtoyer des petites nouvelles. Et t'as des nanas comme Alizé Daon qui ont un potentiel de malade et qui ont, je trouve, une super belle énergie. Et c'est toute une petite génération là. Il y a Clarisse aussi. Il y a un bon groupe de nanas qui sont bien chouettes. Et voilà, Chiara, Pogno. On va dire Chiara, comme ça on reste dans les Hautes-Alpes. Ouais, c'est ça. Comme ça je reviendrai là. Voilà, tu reviendras voir le soleil, tu seras content. Et en tout cas, merci beaucoup pour cet épisode. Et à bientôt. Merci à toi. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt dans Au-delà des médailles.